Bonjour, professeur Fischer. Merci d'accueillir encore une fois la filière Pfizer. Vous présidez le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et j'aimerais qu'on discute aujourd'hui les deuxièmes, troisième, quatrième doses pour certains patients. Donc dès le mois de septembre, une troisième dose a été recommandée. À 6 mois la deuxième, je pense, pour les plus de 65 ans et aussi pour tous les patients considérés comme fragiles, c'est-à-dire qui ont les comorbidités habituelles. Et dans notre filière, on a rajouté les patients qui prennent des immunosuppresseurs, qui sont qui ont une hypertension pulmonaire, une fibrose pulmonaire, etc. Pensez-vous qu'il faille aussi mettre dans ce groupe de patients à risque et donc proposer une troisième dose les patients qui sont sous corticoïdes à dose supérieure à 10 mg? Alors, je préfère parler de rappel que de troisième dose. Troisième dose, pour moi, c'est une tentative de primo-vaccination chez des gens très immunodéprimés. Peut-être qu'on en reparlera pour certains patients. Là, c'est le rappel, c'est-à-dire vraiment l'idée de rebooster, pour faire du franglais, le système immunitaire des personnes qui ont déjà répondu plusieurs mois avant. Et on sait, sur l'expérience générale de la vaccination, que faire cela plusieurs mois plus tard est susceptible d'élargir largement la réponse immune. D'ailleurs, il commence à y avoir des données préliminaires qui vont dans ce sens, là, chez les sujets immunocompétents au moins, et donc d'instaurer une mémoire la plus durable possible. Donc, faut-il y inclure les patients qui ont une corticothérapie supérieure à 10 mg par jour? Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est spécifiquement recommandé. Je suis pas complètement sûr. Alors évidemment, ça dépend des patients, de leur histoire d'immunodépression antérieure, je pense. Je dirais, je le ferai pas d'une façon systématique, parce qu'on pensait qu'une corticothérapie légère, entre guillemets, d'entretien, comme c'est souvent le cas, dans les maladies auto-immunes, n'est pas immunosuppressive au point de fragiliser grandement ces personnes, si elles n'ont pas d'autres comorbidités, bien sûr. Oui. Moins de 65 ans, pas d'obésité, etc., etc. Donc peut-être effectivement tenir compte aussi du passé thérapeutique du patient. C'est du cas par cas. Et donc dans ce cas par cas, est-ce qu'il y a du sens à doser les anticorps? Pas vraiment dans ces situations-là, parce que c'est pas, on n'est pas dans des situations où ces gens vont avoir un peu d'anticorps. Mais le problème, c'est qu'avec un peu d'anticorps aujourd'hui, on n'est pas capable de faire de façon solide, à l'échelle individuelle, malheureusement, encore une corrélation avec la protection. Donc je dirais non. Bien. Parmi les patients considérés à risque de forme sévère, il y a les patients qui prennent des immunosuppresseurs et particulièrement des antimétabolites. Oui. Et ceci nous a troublé un petit peu parce que dans le groupe des antimétabolites, on a le méthotrexate, qui évidemment est utilisé en cancérologie et très immunosuppresseur, mais utilisé pour traiter un rhumatisme l'est beaucoup moins. Est-ce qu'il faut proposer une troisième dose à ces patients qui ont ce méthotrexate à faible dose une fois par semaine? Peut-être oui quand même, parce qu'il y a des données qui suggèrent que ce méthotrexate donné ainsi est immunosuppresseur assez fortement sur les T, sur les lymphocytes T. Alors on ne sait pas exactement aujourd'hui quelle est la contribution des lymphocytes T dans la protection contre les virus, mais il est quand même probable qu'il joue un rôle. Donc je serais plutôt enclin à répondre positivement. Très bien. Une troisième dose, un rappel, donc, est conseillée après 65 ans. Et avant, c'est pour bientôt? On va voir, attendons d'en savoir plus. Alors évidemment, on parle des sujets sans facteur de risque, hein. On est bien d'accord. On n'a pas d'informations suffisantes sur la durée de l'immunité induite par la vaccination au-delà de 6-7 mois. On sait que chez les sujets donc, plutôt âgés, on voit les anticorps baisser franchement, et puis plus important, il y a quand même quelques données cliniques d'Israël, de France un petit peu aussi, qui montrent quand même qu'on a des patients hospitalisés. Il y a des patients hospitalisés à distance de la vaccination et qui sont âgés. C'est pas quelque chose qui est observé nettement pour l'instant pour les sujets plus jeunes. Donc je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus. Si vous poussez dans mes retranchements, je pense qu'on finira par faire un rappel. Mais quel délai par rapport à la primo-vaccination, je pense qu'on peut pas dire aujourd'hui. Pour les patients qui ont eu un schéma vaccinal 3 doses parce qu'ils étaient sous immunosuppresseurs forts, donc un grand nombre des patients de notre filière, le Conseil d'orientation a recommandé de contrôler les anticorps à 4 semaines après la deuxième et troisième dose.
S'il y a 0 anticorps chez ces patients après 3 doses, faut-il vraiment recommander une 4e? Est-ce qu'on a une chance qu'ils fassent une Alors reconversion? nous, on n'a pas recommandé de 4e dose. Les spécialistes, les patients, les médecins transplanteurs d'organes, fondés d'ailleurs sur leur expérience avec d'autres vaccins, aiment bien l'idée, entre guillemets, de la 4e dose. Mais nous, on leur a dit on ne peut pas le recommander parce qu'il n'y a pas d'études cliniques qui ont été menées. Donc en principe, ils doivent mener une étude clinique sur la 4e dose. Donc j'ai envie de dire pour les patients atteints de maladies auto-immunes, pour l'instant, je ne serais pas... sauf si vous souhaitez faire une étude, ça c'est très bien, mais je ne préconiserais pas non plus une 4e dose. Et par contre, je pense que ça amène à discuter l'utilisation prophylactique des anticorps monoclonaux contre la spike. Chez ces patients qui ont 0 anticorps. Chez ceux qui ont 0 anticorps, bien sûr. Quel taux de vaccination vous pensez qu'il faut atteindre pour espérer que le pass sanitaire soit supprimé? C'est la question qui... ça dépend à la fois, évidemment, de la couverture vaccinale, mais ça dépend aussi du respect des mesures barrières, et donc, combiné à tout ça, et avec un facteur supplémentaire dont je vais redire un mot dans un instant, l'école, du niveau du taux d'incidence. Si on arrive de façon stable à avoir un taux d'incidence bas, avec un nombre d'hospitalisations, enfin qui va être quand même le critère essentiel, qui est très faible et stable, bon, il y aura forcément toujours des petites oscillations, on pourra à ce moment-là surseoir au pass sanitaire, quelle que soit la couverture vaccinale, si je puis dire. Mais évidemment, plus la couverture vaccinale est élevée, plus ça a de chance d'aller dans ce sens. Il y a un point sensible aujourd'hui, c'est l'école, puisque les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés, donc clairement, là où il risque d'y avoir des foyers, des clusters, comme on dit, de virus, ce sont chez les enfants de moins de 12 ans, ce qui pour eux n'est pas trop grave, sauf exception quand même, il faut faire attention, mais qui peut entraîner des fermetures de classe. Là, on commence à avoir des problèmes, parce que le retentissement psychologique, etc., des fermetures de classe, c'est pas bon. Et puis, à partir des cas chez les enfants, le virus, il peut rediffuser chez des personnes plus âgées, au sein des familles, sous les quelques non vaccinés. Il y a quand même, donc, à nouveau, la couverture vaccinale joue un rôle important, mais il y a encore trop de personnes âgées de plus de 85 ans qui ne sont pas vaccinées. Il y a 15% de patients, par exemple, atteints de maladies auto-immunes, à peu près, qui ne sont pas vaccinés. Donc ça, c'est un problème. Je me retourne vers vous, médecins des filières spécialistes de ces pathologies. Faites tous les efforts possibles pour convaincre vos patients de vous vacciner. Tout ça interviendra dans la levée in fine du pass sanitaire. Alors, des futurs vaccins sont attendus pour les mois qui viennent. Il y a les unités protéiques, des fragments viraux, les vaccins inactivés. Est-ce qu'on attend une efficacité supérieure de ces vaccins par rapport à ceux que nous avons à disposition aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Mais disons que les informations préalables, enfin préliminaires, disons plutôt, à l'égard des vaccins fondés sur les unités protéiques, typiquement Sanofi, Novavax aussi, sont plutôt encourageants, donc ça devrait être des vaccins utiles pour les campagnes de rappel. Les vaccins fondés sur les virus inactivés, s'ils ne sont pas meilleurs que les vaccins chinois du même type, sont quand même significativement moins bons, même s'ils ont une certaine utilité. Des vaccins fondés sur des mix de fragments de virus, il n'y en aura pas pour tout de suite. Mais même s'ils ne sont pas meilleurs que les vaccins ARN, qui sont quand même très très bons, pas que ce soit parfait, mais ils sont très bons, ça sera fort utile de disposer de 1 ou 2 vaccins supplémentaires. On a besoin, en tous les cas, à l'échelle mondiale, d'un très grand nombre de doses. Et puis, même pour nous, c'est pas plus mal d'avoir une diversité de vaccins, ça ne peut pas nuire. Justement, c'est un peu pour ça qu'on est ici. Vous disiez que 15% environ des patients avec maladie auto-immune ne sont pas vaccinés. Ouais. Justement, ma dernière question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager à se faire vacciner? En ne se vaccinant pas, ils conservent un risque d'une maladie grave qui conduit à l'hôpital, qui conduit à réanimation, qui tue, qui laisse des formes chroniques de Covid, qui sur un fond d'une maladie auto-immune n'est quand même peut-être pas quelque chose de facile à maîtriser. Donc, en contrepartie, c'est une vaccination, 2 injections, à 3-4 semaines d'intervalle, qui entraîne une petite réaction, enfin qui est mineure, et des risques qui sont maintenant très bien connus et qui sont extrêmement faibles, essentiellement de choc anaphylactique avec les vaccins ARN, mais qui sont absolument exceptionnels, et chez des gens qui ont des antécédents de ce type d'ailleurs. Et donc on connaît vraiment
aujourd'hui, après l'expérience accumulée depuis janvier dernier, avec des milliards de personnes vaccinées de par le monde, dont un très grand nombre de personnes atteintes de la maladie auto-immune, on a une expérience comme on n'a jamais eu pour aucun autre vaccin et ni aucun autre produit en médecine. Et ça permet de dire de façon extrêmement solide que la balance bénéfice-risque est plus que favorable et qu'il ne faut pas jouer avec le feu de ce virus qui est une cochonnerie, qui, on le voit bien, et en plus le variant actuel est extrêmement contagieux, donc on n'est pas à l'abri, même en se protégeant le mieux possible, on n'est pas à l'abri d'être infecté. Donc vaccinez-vous. Merci beaucoup, professeur Fischer, pour votre disponibilité et le temps que vous donnez à la filière Effet 2R. Pas de problème.